Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le gouvernement s'apprête à recevoir un rapport détaillé de l'armée sur ses activités au sud du Litanie. Un mois après l'approbation d'un plan de désarmement national, ce document sera remis au gouvernement lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, selon le vice-premier ministre Tariq Mitri. Sur le plan politique, le dossier reste explosif. Israël conditionne tout retrait à un désarmement du Hezbollah, lequel refuse catégoriquement de déposer les armes et de subir les frappes israéliennes. Une frappe israélienne a visé une voiture, visant 2 morts et un blessé. Selon les autorités libanaises, il s'agit d'un ingénieur lié au Hezbollah. L'attaque est survenue sur la route de Jarmak-Khardali. En Syrie, une fusillade meurtrière a visé des jeunes hommes dans le village chrétien d'Anaz, à l'ouest de Homs. Au moins 2 personnes ont été tuées et la région de Wadi al-Nasara s'est embrasée de colère à quelques jours des élections législatives. En Syrie, un grave incident de sécurité a secoué la région chrétienne de Wadi al-Nasara. Une fusillade a fait plusieurs morts et blessés dans le village de Anaz. Un drame qui intervient à seulement quelques jours des élections législatives prévues dimanche. Des hommes armés et masqués circulant à moto ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes rassemblés devant le bureau du Mortar à Anaz, dans l'ouest de Homs. Le chef de la sécurité intérieure de Homs, Murhaf Nassan, avance un bilan de 3 morts. La fusillade a déclenché une vague de colère sans précédent. Routes bloquées, pneus brûlés et appel à la grève générale pour dénoncer l'insécurité et faire pression sur les autorités. Le général Nassan a dénoncé un crime odieux et annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans la ville voisine de Hassan, les habitants condamnent également l'attaque qu'ils rapprochent d'un autre assassinat survenu la veille, celui de Haïda Shahin, candidat au Conseil du peuple tué à Tartous. À quelques jours du scrutin, ces attaques meurtrières soulèvent la crainte d'une volonté délibérée de déstabiliser le pays et de troubler la paix civile. Donald Trump a accordé au Qatar des garanties de sécurité sans précédent, comparables à celles de l'OTAN. Un geste fort, alors que l'Émirat du Golfe avait été visé le mois dernier par une frappe israélienne. Washington renforce son engagement envers le Qatar. Donald Trump a signé un décret considérant toute attaque contre ce pays du Golfe comme une menace directe pour la sécurité des États-Unis. Une annonce qui change la donne au Moyen-Orient en pleine guerre à Gaza. À travers ce décret présidentiel, Donald Trump promet au Qatar une protection quasi équivalente à celle dont bénéficient les pays membres de l'OTAN. Les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires, diplomatiques, économiques et si besoin militaires, peut-on lire dans le texte. Cette décision intervient moins d'un mois après une frappe israélienne inédite en plein cœur de Doha. L'attaque visait des responsables du Hamas et avait provoqué la colère du président américain, pourtant allié indéfectible d'Israël. Doha a immédiatement salué ce décret, y voyant la reconnaissance par Washington que sa sécurité est désormais indissociable de celle des États-Unis. Avec une immense base militaire américaine sur son sol, le Qatar est un partenaire stratégique clé pour Washington. Il joue aussi un rôle crucial de médiation dans les tentatives américaines de mettre fin au conflit à Gaza. Sous la supervision de Donald Trump, Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses au Premier ministre qatari et promis qu'Israël n'attaquerait plus l'Émirat. Mais derrière cette alliance renforcée, des zones d'ombre persistent. Le Qatar a récemment offert à Donald Trump un Boeing 747 d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, tandis que la famille Trump développe un projet immobilier d'envergure à Doha. Des cadeaux et investissements dénoncés par l'opposition américaine comme des conflits d'intérêts. Autre sujet sensible, le rôle de Jared Kushner, gendre du président. Officiellement sans fonction, il reste très actif dans la région via sa société d'investissement, financée en partie par des capitaux qataris.
Au-delà des controverses, une certitude, en offrant de telles garanties à Doha, Washington s'implique plus que jamais dans les équilibres instables du Golfe. Au Maroc, le mouvement de jeunes Gen Z 212 appelle à des nouvelles manifestations pacifiques après une nuit de violences meurtrières près d'Agadir. 2 morts, des bâtiments incendiés et de centaines d'interpellations marquent l'épisode la plus grave depuis le début de cette contestation inédite. Au Maroc, après des affrontements meurtriers, le collectif de jeunes Gen Z 212 a annoncé de nouvelles manifestations qu'il veut pacifiques. Mais ce mouvement de contestation gagne du terrain. Des bâtiments officiels ont été incendiés, notamment à Sidi Bibi. Mais en parallèle, et pour la première fois, des manifestations pacifiques ont été autorisées à Casablanca, Tanger et Tétouan. Des centaines de jeunes y ont scandé liberté, dignité et justice sociale, ou encore le peuple veut la fin de la corruption. Le collectif Gen Z 212, qui organise la mobilisation via les réseaux sociaux, promet que les rassemblements seront désormais entièrement pacifiques. Il rejette toute forme de vandalisme et appelle ses partisans à préserver le caractère non violent du mouvement. La veille, des manifestations interdites avaient dégénéré avec près de 300 blessés, en majorité parmi les forces de l'ordre, et plus de 400 interpellations. Le pays retient son souffle alors que de nouveaux rassemblements sont annoncés ce soir. En Chine, la Grande Muraille Verte, ce gigantesque projet lancé en 1978 pour stopper l'avancée des déserts, est présenté comme un modèle de lutte contre le changement climatique. Mais derrière l'image officielle, le programme bouleverse les modes de vie traditionnels en Mongolie intérieure et suscite de vives critiques. Dans le nord de la Chine, les éleveurs mongols ne reconnaissent plus leurs steppes. Leurs moutons, autrefois libres, sont désormais confinés sur des petits lopins de terre clôturés. L'interdiction du libre pâturage est l'un des piliers de la Grande Muraille Verte, un projet lancé il y a près d'un demi-siècle. L'objectif initial, stopper l'avancée des déserts et réduire les tempêtes de sable jusqu'à Pékin. Aujourd'hui, le projet est devenu une vitrine climatique avec des centaines de milliers d'hectares plantés et des milliers d'emplois créés. Pour certains, les résultats sont spectaculaires. Maïs et tournesol poussent désormais là où il n'y avait que du sable. Des slogans officiels rappellent l'ambition. Des montagnes verdoyantes sont des montagnes d'or et d'argent. Mais pour les éleveurs mongols, c'est un mode de vie millénaire qui disparaît. Le nomadisme a cessé il y a 10 ans, remplacé par des règles strictes et des patrouilles interdisant le pâturage libre. Ces restrictions ont provoqué colère et contestation. Des ONG et des chercheurs dénoncent l'agriculture intensive, les espèces non adaptées gourmandes en eau et un manque de diversité. Autant de risques, selon les experts, d'épuiser les nappes et de fragiliser à nouveau l'écosystème. Pour d'autres, le projet est une réussite. Il a apporté tourisme, ressources et prospérité. Entre lutte contre la désertification et bouleversements sociaux, la Grande Muraille Verte reste un pari que la Chine présente comme écologique, mais que ses minorités paient au prix fort. Et sur cette note finale, nous terminons ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.